Bonjour à tous. Merci pour l'opportunité de vous présenter la place du MitraClip dans l'insuffisance mitrale secondaire à une insuffisance cardiaque. On m'a demandé de vous présenter plus spécifiquement l'étude COAPT à 3 ans qui a été publiée dans le JACC en début d'année. Notez que cette étude avait déjà été publiée à 2 ans dans le New England Journal of Medicine. Il s'agit d'une étude qui a inclus 614 patients avec insuffisance cardiaque et IM fonctionnel sur dysfonction ventriculaire gauche qui reste symptomatique malgré un traitement médicamenteux optimal. Ces patients ont été inclus entre décembre 2012 et juin 2017. Ils ont été randomisés soit dans un groupe de traitement médicamenteux optimal plus CLIP dans les 14 jours après randomisation, soit pour un groupe simplement de traitement médicamenteux optimal, et il y avait à peu près 300 patients par groupe. L'étude est sponsorisée par Abbott Vasculaire qui fait le MitraClip. Il y a 78 centres aux États-Unis et au Canada qui ont été inclus. Et donc nous avions les résultats à 24 mois de mortalité de toute cause et de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Juste un mot sur les caractéristiques de base des patients. Ils avaient en moyenne environ 72 ans. Le STS score, qui est un score chirurgical de mortalité à 30 jours, était de 7,8% en moyenne. Et plus de 40% des patients avaient un STS score de plus de 8%. Si on regarde la cause de cardiomyopathie, elle était dans 60% des cas une cause ischémique et dans 40% non ischémique. 38% des patients avaient déjà une thérapie de resynchronisation par pacemaker et la fraction d'éjection moyenne était de 31% et le diamètre télésystolique moyen était de 53 mm. Il y avait des critères d'inclusion et d'exclusion anatomique. Il fallait une fraction d'éjection entre 20 et 50%, un diamètre télésystolique de moins de 70 mm, une PAP systolique de moins de 70 mm de mercure, et effectivement des symptômes persistants avec une classe fonctionnelle NYHA 2, 3 ou 4 sous un traitement médicamenteux optimal. Et il y avait des critères d'exclusion qui étaient similaires à ceux de la première étude avec le MitraClip, qui était l'étude Everest en 2011, où donc il fallait ne pas avoir de calcification à la zone de grasping du clip, il ne fallait pas de fente mitrale, et il fallait une zone de coaptation verticale qui faisait en tout cas plus que 2 mm pour être accepté dans l'étude. Évidemment, on était exclu si on avait moins de 2 mm. Les résultats à 2 ans étaient intéressants. On avait une réhospitalisation pour insuffisance cardiaque à 24 mois dans le groupe CLIP de 35,8% par patient année, alors que dans le traitement médical, on avait 67,9% par patient année, et le nombre de patients à traiter pour éviter une hospitalisation était de 3,1. Concernant la mortalité de toute cause à 24 mois, 29% dans le groupe CLIP, 46% dans le groupe traitement médicamenteux, et un NNT pour éviter un décès à 24 mois de 5,9. Concernant la survie sans complications avec le lien en dispositif, elle était de 96,6%, et on l'avait comparé avec un objectif de performance fixé à 88%. Alors juste pour rappel, il y a des IM primaires versus secondaires. Les IM primaires sont des insuffisances mitrales sur dysfonction intrinsèque de la valve. Classiquement, c'est une atteinte dégénérative, comme un prolapsus, et cette partie-là avait été étudiée dans l'étude Everest en 2011. Et il y a les IM secondaires ou fonctionnels. Ce terme est souvent utilisé pour décrire les IM ischémiques et non ischémiques sur cardiomyopathie dilatée qui partagent des caractéristiques communes. Comme vous le voyez ici, le ventricule gauche se dilate, ce qui va provoquer une dilatation annulaire et également une tension sur les cordages qui vont faire que les feuillets vont moins bien pouvoir bouger, donc il y aura un mouvement restreint, alors que ces feuillets sont de morphologie normale. Donc, le MitraClip, la première intervention a été effectuée en juin 2003 chez une patiente qui avait une atteinte dégénérative avec un prolapsus des 2 feuillets, avec 49 ans. En fait, l'idée, c'est de reproduire la technique chirurgicale de suture bord à bord d'Alfieri en mettant simplement un clip. Depuis 2003, il y a différents clips qui sont apparus. Il y a des clips de plus grande taille et aussi plus larges. C'est une intervention qui se fait en anesthésie générale avec une guidance par écho trososophagien. Et à la fin de l'intervention, quand la valve s'ouvre, on va avoir une valve à double issue. Cette technique est FDA approved pour les atteintes mitrales dégénératives depuis 2013 et pour les atteintes fonctionnelles ou secondaires depuis 2019. Alors ici, juste un exemple, vous voyez un clip en position ouverte, on va poser les 2 feuillets sur le clip et fermer le clip, ce qui nous donnera une valve ici en écho 3 dimensions
avec deux ouvertures et le clip qui fait un pont au milieu. On va donner de l'importance à vérifier le gradient moyen à travers la valve, qui sera un signe de fermeture trop importante, de sténose mitrale. On cherche à avoir un gradient au maximum à 5 mm de mercure. Vous voyez ici un exemple avec une insuffisance mitrale assez claire, sévère. Après clip, on n'a presque plus de fuite. Et l'hémodynamique est impressionnante. On voit une onde V à 35 mm de mercure et en 2-3 battements, on est à 18 mm de mercure. Donc c'est un effet instantané. En termes de complications, on peut avoir un détachement partiel du clip, comme sur cette vidéo ici. On pourrait avoir une rupture de cordage ou une déchirure de feuillet, la sténose mitrale dont on a parlé, et éventuellement une endocardite. Alors, regardons plus spécifiquement cette étude COAPT à 3 ans. Ce qu'on peut voir, c'est que les résultats se sont encore améliorés entre 24 et 36 mois. On voit qu'en termes de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque cumulative, on a 220 cas dans le groupe MitraClip, 378 dans le groupe traitement médicamenteux optimal. Le NNT est à 3. Pour la première hospitalisation à 36 mois, on a 46% des patients qui ont nécessité une hospitalisation versus 81%, NNT à 2,9. Concernant la mortalité globale, certes, à 3 ans, c'est quand même 40% des patients qui décèdent versus 55% avec un NNT à 7,9. Et puis le endpoint comité, mortalité globale ou réhospitalisation pour insuffisance cardiaque, on a un NNT à 3,4. Il faut savoir que 38% des patients du groupe traitement médicamenteux optimal avaient le droit de faire un crossover dans le groupe MitraClip, et ceci a pu être réalisé au-delà de 24 mois chez 38% des patients. Il y a quand même juste 5 patients qui avaient eu un crossover plus précoce. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a eu le crossover à 24 mois, en fait, cela permet quand même d'avoir une amélioration de la mortalité de toute cause, des réhospitalisations et du endpoint combiné. Et en fait, même si on bénéficie d'un clip un peu retardé, il y a toujours un bénéfice d'avoir un MitraClip dans ce cas de figure. Donc, les take-home messages de cette étude, c'est qu'à 36 mois, le MitraClip par rapport au traitement médical optimal seul continue à être sécuritaire, permet une amélioration durable de la régurgitation mitrale, avec moins d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et moins de décès, une amélioration de la qualité de vie, une plus grande préservation de la capacité fonctionnelle des patients. Puis on observe également à 36 mois un plus grand bénéfice par rapport à 24 mois. Les courbes continuent à diverger, comme vous l'avez vu, avec des NNT qui deviennent plus petits. Et si on regarde le NNT pour prévenir un décès ou une réhospitalisation pour insuffisance cardiaque, il diminue de 4,5 à 3,4. Concernant les crossovers à 24 mois, le taux de décès et de réhospitalisation est plus bas pour le groupe crossover MitraClip que pour les patients qui sont restés dans le traitement médicamenteux optimal. Et l'incidence d'événements indésirables, comme la mise en place d'une assistance ventriculaire ou une transplantation cardiaque, sont similaires aux patients initialement mis dans le groupe CLIP. Alors, tout ça, c'est très joli, mais en même temps, en 2019, il y avait l'étude MITRA-FR, qui, elle, avait montré dans une étude avec 150 patients par groupe, donc la moitié moins, que le CLIP était sécuritaire, mais il n'y avait pas de différence en termes de survie et ou de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Alors, évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre, et il y a des différences qui ont été mises en évidence. Premièrement, les patients dans MITRA-FR avaient des ventricules gauches plus dilatés, des fractions d'éjection plus altérées. Le traitement d'insuffisance cardiaque pouvait être modifié, ils n'étaient pas forcément optimaux avant de pouvoir être randomisés. Les opérateurs étaient moins expérimentés, puisque les Français ont commencé leur expérience de MitraClip pendant cette étude, et la taille des groupes était 2 fois plus petite. Et les critères d'inclusion dans COAPT étaient beaucoup plus sélectifs. En effet, les IM étaient plus importantes, au moins grade 3, avec des quantifications multiparamétriques, avec une surface d'orifice de régurgitation de 30 mm², alors que c'était que 20 dans MITRA-FR. Donc on avait des ventricules plus malades et des IM moins sévères dans MITRA-FR. Et il y a eu aussi cette notion d'IM disproportionnée, c'est-à-dire que c'est une IM plus importante que ce qu'on attendrait en relation avec la dilatation du ventricule gauche. Et ça, c'était dans l'étude COAPT, alors que ce n'était pas dans l'étude MITRA-FR. Donc pour répondre à la question initialement posée, la place du CLIP dans l'insuffisance mitrale secondaire et l'insuffisance cardiaque, elle est présente.
surtout lorsqu'il y a une insuffisance mitrale fonctionnelle modérée à sévère, avec une surface d'orifice de régurgitation de 30 mm², un volume régurgitant de plus de 45 ml, chez des patients qui restent symptomatiques, malgré un traitement médicamenteux optimal de l'insuffisance cardiaque, et chez qui le ventricule gauche n'est pas trop dilaté ou insuffisant, c'est-à-dire une fraction d'éjection entre 20 et 50%, un diamètre télésystolique du VG à moins de 70 mm, une PAP systolique à moins de 70 mm de mercure. Et ceci correspond, dans les recommandations américaines sur les valves, la prise en charge des valves de 2020, à une classe 2A. Alors, restez branchés parce qu'il y a d'autres études qui sont en cours, en particulier WeShape et HF2, et je dirais en conclusion que l'Umitraclip est à considérer donc, pour les patients en insuffisance cardiaque avec traitement médicamenteux optimal, qui restent symptomatiques et qui ont une IM sévère fonctionnelle. En fait, ce qu'on essaie de sélectionner comme patients, ce sont les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche discrète à modérée, mais une insuffisance mitrale sévère. Merci pour votre attention.